Il a le rapport que je t'ai demandé, est-il prêt? Je suis en train de le terminer, monsieur. Les turbulences ont commencé par être un léger désagrément. Une secousse douce et rythmée, facile à ignorer. Ayla Morin restait concentrée sur l'écran de son ordinateur portable, où brillait une proposition de conception à moitié terminée, petit îlot de normalité dans la cabine stérile du jet privé d'Ashbourne Industries. Elle pouvait sentir sa présence de l'autre côté de l'allée sans même le regarder. Sebastian Ashbourne, son patron, était un homme qui occupait l'espace avec l'efficacité glaciale d'un glacier. Il n'était ni bruyant ni ostentatoire. Il était simplement là, une force gravitationnelle silencieuse, avec ses costumes sur mesure et ses yeux gris qui semblaient évaluer la valeur de chaque chose et la trouver insuffisante. L'air autour de lui semblait toujours plus frais de quelques degrés, parfumé d'une odeur légère et propre de cologne boisée coûteuse et de coton fraîchement amidonné. Puis, le frémissement changea. Il n'était plus rythmé. C'était une secousse violente et furieuse qui projeta Ayla contre sa ceinture de sécurité. Son ordinateur portable glissa de ses genoux et s'écrasa sur le sol avec un craquement écœurant. Elle releva brusquement la tête. De l'autre côté de l'allée, Sébastien n'avait pas bougé, mais ses jointures étaient blanches, là où il agrippait les accoudoirs. Sa mâchoire était crispée, impitoyable. Un son grave et guttural se fit entendre. Un gémissement provenant des entrailles mêmes de l'avion. C'était le bruit du métal soumis à une pression qu'il n'était pas censé supporter. Le doux ronronnement des moteurs s'est interrompu, a toussé, puis l'un d'eux s'est tu. L'absence soudaine de bruit était plus effrayante que n'importe quel son. L'avion a chuté. Ce n'était pas une chute, c'était le vide. L'instant d'avant, ils étaient suspendus dans le calme et l'immensité bleue du ciel. L'instant d'après, le sol avait disparu sous leurs pieds. L'estomac d'Ayla s'est retourné, une vague de panique brûlante et acide l'a envahi. Un cri était coincé dans sa poitrine, une chose physique avec des griffes. Le monde à l'extérieur de la fenêtre n'était plus un paysage serein. C'était un tourbillon incompréhensible de vert et de bleu, incliné à un angle impossible. La cabine a sombré dans le chaos le plus total. Une alarme aiguë a retenti, un cri perçant et incessant. Les compartiments supérieurs se sont ouverts, répandant des vestes et des sacs comme les entrailles d'un animal blessé. Le bruit du métal qui hurlait, se tordait et se déchirait était partout. Une agression physique pour ses oreilles. C'était le bruit de la fin du monde. Les mains d'Ayla se posèrent sur les accoudoirs, ses ongles s'enfonçant dans le cuir moelleux, cherchant un point d'ancrage dans un univers qui avait basculé. Son esprit, habituellement un lieu d'ordre créatif, était un brouillard blanc de terreur pure. Ce n'était pas comme dans les films. Il n'y avait pas de temps pour les dernières paroles, pas de descente au ralenti, pas de moment pour une dernière prière désespérée. Il n'y avait que la chute violente, brutale, dévorante. Elle jeta un coup d'œil de l'autre côté de l'allée. Les yeux de Sébastien croisèrent les siens. Pendant un seul battement de cœur terrifiant, le masque avait disparu. Le PDG froid, le prédateur d'entreprise, l'homme qu'elle détestait secrètement, avait disparu. À sa place, il n'y avait plus qu'un homme, les yeux écarquillés, envahi par la même peur primitive et intense qui la consumait. Ce fut un moment de connexion brute et déchirante. Une reconnaissance partagée de l'abîme qui était sur le point de les engloutir tout entier. Puis le monde explosa dans un choc de force et de bruit. L'impact fut un coup physique qui lui coupa le souffle et fit claquer ses dents dans son crâne. Il y eut un dernier rugissement assourdissant de métal déchiqueté, puis, heureusement, tout devint noir. Le silence. Le silence fut la première chose qu'elle enregistra. Un silence profond et retentissant qui était plus désorientant que le bruit ne l'avait été. La tête de Ayla lui lançait d'une douleur profonde et percussive. Elle cligna des yeux, sa vision floue. Un goût épais et cuivré lui emplissait la bouche. Lentement, la scène se précisa. Du métal tordu, du verre brisé. Une épaisse branche d'arbre avait transpercé le fuselage à quelques centimètres seulement de l'endroit où se trouvait sa tête. L'odeur âcre et piquante du kérosène se mêlait à celle, humide et terreuse, de la terre mouillée et des aiguillets de pain écrasés. Elle était en vie. Cette prise de conscience ne lui apporta aucun soulagement. Elle provoqua une nouvelle vague de panique suffocante. Ses poumons brûlaient tandis qu'elle haletait pour respirer, chaque inspiration étant un effort douloureux et saccadé. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable,
tandis qu'elle tâtonnait pour défaire la boucle de sa ceinture de sécurité. Elle s'ouvrit dans un clic, et ce simple bruit résonna comme un coup de feu dans le silence de mort. Elle devait sortir. Tout de suite, elle trébucha en se levant de son siège, ses côtes hurlant de douleur. Le sol était incliné à un angle grotesque, jonché des vestiges de leur voyage. Un jeu de cartes éparpillé, une flûte à champagne renversée, une chaussure en cuir. Elle se fraya un chemin à travers le trou béant qui remplaçait désormais la fenêtre, ses jambes s'accrochant au fil déchiré et au métal déchiqueté. Lorsqu'elle fut enfin libérée des débris, ses genoux se dérobèrent et elle s'effondra sur le sol humide et moussu. La forêt était dense, une cathédrale verte imposante et indifférente. Elle était vivante, respirait autour d'elle et était totalement, terrifiantement inconnue. C'est alors qu'elle l'entendit. Un gémissement faible, humain. La tête d'Ayla se tourna brusquement vers le son cœur martelant ses côtes. À quelques mètres de là, affalé contre le tronc d'un vieux chêne, se trouvait Sebastian Ashbourne, son patron. L'homme dont l'indifférence froide avait été le fléau de sa vie professionnelle pendant 2 ans. Il saignait. L'impeccable costume bleu marine qu'il portait toujours, celui qui lui servait d'armure professionnelle, était déchiré à l'épaule. Une profonde entaille sur son front laissait couler un flot régulier de sang qui traçait un chemin le long de sa tempe et gouttait de sa mâchoire sur le sol sombre. Mais ce n'était pas le sang qui la choquait, c'était son expression. Pour la première fois depuis qu'elle avait rejoint Ashbourne Industries, Ayla le voyait dépouillé de son pouvoir. La formidable forteresse s'était effondrée. Il ne donnait pas d'ordre. Il ne fronçait pas les sourcils avec cette désapprobation glaciale qui lui était familière. Il respirait simplement, de manière saccadée, luttant pour se rattacher au monde. Ses yeux rencontrèrent les siens, et un courant de reconnaissance brute passa entre eux. Ce n'était pas du soulagement, ce n'était pas de la gratitude, c'était la conscience brutale et partagée de ce qu'il venait de survivre. « Êtes-vous blessé ?» Sa voix était rauque mais concentrée. Elle ne trahissait aucune panique, seulement une urgence étroitement contrôlée. Ayla cligna des yeux, le son de sa voix la ramenant du bord du précipice. « Je ne pense pas. » Sa propre voix était faible et fluette, la voix d'une étrangère. Sébastien essaya de se relever, mais son corps le trahit et il vacilla. Par pur instinct, Ayla se précipita vers lui et se précipita à ses côtés, ses mains agrippant son bras pour le stabiliser. Une vague d'émotion la submergea avant même qu'elle ne comprenne pourquoi. Elle ne l'avait jamais touché auparavant. Pas une poignée de main, pas un effleurement dans le couloir. Le tissu de son costume était rugueux sous ses doigts, son bras en dessous dur comme de la pierre. « Merci » murmura-t-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Ils restèrent là un moment, suspendus dans le silence inquiétant de la forêt, les chants des oiseaux et le murmure du vent à travers la canopée revenant lentement. Le regard de Sébastien balaya les environs, son esprit déjà en ébullition. Ayla pouvait le voir dans ses yeux, le passage de victime à stratège. « Nous devons vérifier s'il y a d'autres survivants, » dit-il, sa voix retrouvant une fraction de son autorité naturelle. Mais c'était différent. Ce n'était pas un ordre, c'était une constatation, presque une demande pour qu'elle soit d'accord. Ayla acquiesça, l'esprit encore sous le choc. Ensemble, ils avancèrent parmi les débris, appelant des noms qui ne trouvaient pour toute réponse que le silence résonnant. Il n'y avait personne, juste eux deux. Alors que la réalité écrasante s'imposait à elle, Ayla sentit le sol se dérober à nouveau sous ses pieds. Ils étaient seuls, perdus dans une région sauvage, sans moyen de communication, sans aucun signe de secours. Et la seule autre personne qui accompagnait Miles était l'homme qu'elle était sûre de ne jamais pouvoir supporter. Sébastien se tourna vers elle, essuyant une traînée de sang sur son front, avec le dos de sa manche déchirée. Son regard croisa celui d'Ayla, et pour la première fois, elle vit quelque chose qui l'effraya plus que la chute. C'était une détermination pure et inébranlable. « Nous allons survivre à cela, » dit-il d'une voix basse mais solide comme le roc. « Je te le promets. » Et à ce moment-là, Ayla réalisa une chose terrible et indéniable. Elle le croyait, et honnêtement, qui ne l'aurait pas cru? Après avoir survécu à une telle épreuve, on croirait n'importe qui vous promettait une issue. Voyons s'il peut tenir cette promesse. Le feu fut le premier miracle. Ayla regardait, envahie par un profond sentiment d'incrédulité,
Sebastian Ashbourne s'agenouillait sur le sol humide de la forêt. Il bougeait avec une précision concentrée, presque chirurgicale, enlevant l'écorce d'une branche sèche avec un morceau de métal provenant de l'épave, rassemblant de l'amadou avec une économie de mouvement fascinante. C'étaient les mêmes mains qu'elle n'avait jamais vues que glisser sur un iPad pour approuver des contrats de plusieurs millions de dollars ou taper des emails laconiques et dédaigneux qui pouvaient mettre fin à une carrière en moins de 10 mots. À présent, elles étaient maculées de saleté, égratignées et à vif, s'efforçant de faire jaillir la vie du frottement et du bois. Il ne se plaignait pas. Il ne poussait même pas de soupirs de frustration. Il travaillait, tout simplement. Comment savez-vous comment faire cela? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir, sa voix semblant minuscule dans le vaste silence de la forêt. Il ne leva pas les yeux, sa concentration était absolue. Les muscles de son avant-bras se tendirent sous la manche retroussée de sa chemise en lambeaux, alors qu'il commençait à frotter un fuseau contre une planche à feu qu'il avait fabriquée. « Mon père », répondit-il d'une voix neutre, un grondement grave qui couvrait le murmure du bois contre le bois. Il croyait qu'un homme devait savoir survivre avec rien d'autre que ce que le monde lui offrait. Un filet de fumée, fin et gris, s'éleva en volute. Ayla retint son souffle. Sébastien se pencha et souffla doucement, protecteur. Une minuscule étincelle brilla, une braise d'espoir impossible dans la pénombre, puis une autre. Et soudain, une petite flamme fragile s'alluma, dansant entre ses mains en coupe. Il regarda la flamme pendant un long moment, et dans la douce lumière dorée, Ayla vit la tension dans ses épaules se relâcher légèrement. Il avait ramené la lumière dans l'obscurité. Je dois dire que pour un homme qu'elle détestait tant, il s'avérait étonnamment utile, n'est-ce que pas? Ils établirent un campement rudimentaire près de l'épave, un petit havre d'ordre face au chaos envahissant de la nature sauvage. Sébastien orchestrait tout avec une efficacité effrayante, à la fois étrangère et profondément rassurante. Il récupéra un grand morceau partiellement intact du revêtement intérieur de la cabine et, à l'aide d'un morceau de fil de fer qu'il avait retiré d'un siège, il installa un abri de fortune entre deux arbres épais. Ayla essaya d'aider, de se rendre utile, mais elle se sentait maladroite et dépassée. Chaque tâche à laquelle elle pensait, il avait déjà 3 longueurs d'avance. Elle ramassa du bois, mais il avait déjà trouvé un tronc tombé qui était plus sec. Elle essaya de trier les objets récupérables, mais il avait déjà donné la priorité à l'eau, à l'abri et à la chaleur. « Sais-tu faire un nœud coulant » demanda-t-il soudainement, en brandissant un morceau de corde qu'il avait récupéré. « Pas vraiment », admit-elle, ressentant une bouffée familière d'inadéquation. « Ce n'est pas grave, je vais te montrer. » Et c'est ce qu'il fit. Il se plaça derrière elle, guidant ses mains à travers les boucles et les nœuds d'une voix basse et patiente. Il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur qui se dégageait de son corps, contrastant fortement avec l'air frais. L'odeur de la fumée de bois s'accrochait désormais à lui, se mêlant à celle plus discrète, d'une eau de Cologne coûteuse qui persistait encore. Ses doigts effleurèrent les siens alors qu'il ajustait le nœud, et un frisson, vif et inattendu, parcourut son bras. Elle retira sa main comme si elle s'était brûlée. « Pourquoi agis-tu ainsi » Les mots sortirent toutes seules, brutes et sans filtre. Il s'arrêta, les mains immobiles sur la corde. Il tourna légèrement de la tête, son profil se découpant nettement dans l'ombre grandissante. « Comment ça? Tu es tellement différent. » Sébastien lâcha la corde et se tourna vers elle. Il la regarda longuement, ses yeux gris indéchiffrables dans la lumière vacillante du feu. Puis il expira lentement et s'assit sur une bûche près du feu. « Au bureau, je suis ce que le conseil d'administration attend de moi, » dit-il, le regard fixé sur les flammes dansantes. « Ce que mon oncle a fait de moi après la mort de mes parents. » Il fit une pause, le nom de son oncle restant suspendu dans l'air comme un frisson. « Ici, il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de membres du conseil d'administration, pas de cours de bourse. Il n'y a que ça. » Il fit un geste vague vers les arbres sombres et imposants qui les entouraient. Seulement la survie. Cette nuit-là, la température chuta brutalement. Un froid humide s'échappait du sol, implacable et envahissant. Ayla se blottit près du feu, les bras serrés autour d'elle. Mais ses frissons étaient profonds, internes, et elle ne pouvait les contrôler. Elle se mordit la lèvre, refusant de se plaindre, refusant de montrer sa faiblesse face au feu. Elle ressentait. Mais il remarqua.
Bien sûr qu'il remarqua. Sebastian Ashbourne remarquait tout. Sans un mot, il se leva, ôta sa veste de costume déchirée, la dernière couche qui lui restait, et s'approcha d'elle. Il la lui tendit. « Non !» protesta-t-elle immédiatement, les dents claquant. « Vous allez geler! J'ai plus chaud que vous. » C'était une simple constatation. Sébastien, est là. Sa voix était ferme, coupant court à sa protestation, mais elle n'avait pas son ton glacial habituel. Elle était juste certaine. « S'il te plaît. » Elle leva les yeux vers lui. « Vers l'inquiétude sincère gravée sur son visage, un visage qu'elle n'avait jamais vu autrement que sous le masque d'une autorité froide. Et quelque chose en elle changea. Une plaque tectonique d'animosité de longue date se déplaçant vers une nouvelle position. Lentement, ses mains se tendirent et prirent la veste. Elle la passa sur ses épaules. Le tissu était encore chaud de son corps et portait son odeur, celle de la fumée, de la forêt et quelque chose d'unique, d'indéfinissable, qui lui était propre. Elle la sentait comme un bouclier. Il fit un seul signe de tête sec et retourna à sa place de l'autre côté du feu, se frottant les bras pour se réchauffer. Ayla le regarda, un nœud douloureux se serrant dans sa poitrine. C'était un mélange confus de culpabilité, de gratitude et d'autres choses, quelque chose de plus chaud et de bien plus dangereux. « Merci », murmura-t-elle par-dessus les flammes. Il se contenta d'incliner la tête, les yeux déjà lourds d'une fatigue si profonde qu'elle semblait l'accabler. Ayla ne pouvait pas dormir. Elle regardait le feu crépiter et craquer, seul fort dans l'oppression de l'obscurité vivante de la forêt. Et elle observait Sébastien. Il tremblait, il essayait de le cacher, ses mouvements étaient petits et contrôlés, mais dans la lumière crue et dansante du feu, elle pouvait voir les tremblements qui parcouraient son corps. Avant même de pouvoir remettre en question son impulsion, avant que la logique ne puisse intervenir, elle était déjà debout. Serrant la veste dans ses mains, elle contourna le feu et s'assit à côté de lui. Le sol était froid et dur sous elle. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. Sa voix était encore endormie, ses yeux toujours fermés. Partagés. Elle drapa la veste sur eux deux, comme une couverture de fortune, se blottissant contre lui de manière à ce que leurs épaules et leurs hanches se touchent. L'espace partagé fut instantanément plus chaud. Sébastien ouvrit les yeux. Il la regarda, puis regarda la veste qui les recouvrait, puis la regarda à nouveau. « Tu n'as pas à faire ça. »« Je sais. » Un lourd silence s'installa, seulement rompu par le crépitement du feu et le cri lointain d'un animal nocturne. Puis, si lentement qu'elle ne le sentit presque pas, il se pencha vers elle, un léger transfert de poids, une acceptation, un abandon. Le cœur d'Ayla se mit à battre à un rythme effréné contre ses côtes. Elle était extrêmement consciente de chaque point de contact, son épaule contre la sienne, sa cuisse contre la sienne, sa présence constante et solide. Elle détestait Sébastien Ashbourne. Elle avait construit 2 années de sa vie professionnelle autour de la certitude de cette haine. C'était une chose solide et fiable. Mais l'homme qui tremblait à côté d'elle, l'homme qui lui avait donné sa dernière couche de chaleur, l'homme qui lui faisait désormais suffisamment confiance pour s'appuyer sur elle, elle devait admettre qu'elle n'avait aucune idée de qui était cet homme. Et alors qu'elle était assise là, partageant une veste et un peu de chaleur sous un ciel étoilé inconnu, une pensée impossible et terrifiante commença à germer dans l'obscurité de son esprit. Elle n'était plus sûre de le détester. Ayla se réveilla avec l'odeur du poisson grillé et le chant étrange des oiseaux. Pendant un moment de désorientation, son esprit s'accrocha au souvenir de son lit douillet, de son petit appartement, des bruits familiers de la ville. Puis, la réalité de sa situation lui revint brusquement. La douleur sourde dans son dos due au fait d'avoir dormi sur le sol dur, le froid dans l'air, le poids de la veste de Sébastien toujours drapée sur elle. Elle s'assit, les mouvements raides. De l'autre côté des braises mourantes du feu, Sébastien était accroupi près d'un petit ruisseau limpide qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Il retournait 2 petits poissons à la peau argentée, embrochés sur des branches vertes, au-dessus d'un feu qu'il avait réussi à raviver à partir des braises de la nuit. « Tu as pêché ?» Les mots sortirent d'une voix rauque. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Et pour la première fois, Ayla vit quelque chose qu'elle aurait juré impossible sur le visage de Sébastien Ashbourne. Un sourire. Ce n'était pas son sourire professionnel et prédateur. Celui-ci était petit, hésitant,
presque timide. Il effleurait à peine ses lèvres, mais il illuminait ses yeux. « Je me suis réveillé tôt, dit-il, la voix encore rauque à cause du sommeil. J'ai trouvé le ruisseau à environ 200 mètres dans cette direction. » Ayla cligna des yeux, repoussant ses cheveux emmêlés de son visage. « Et toi, tu as attrapé du poisson? Avec tes mains? » « Improvisation, dit-il simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il souleva l'un des bâtons du feu, le poisson grésillant, sa peau parfaitement croustillante. « Mange, nous avons besoin d'énergie. » Ils tombèrent dans une routine tacite, un rythme dicté par le soleil et leur besoin commun de survivre. C'était un partenariat étrange et silencieux. Sébastien, avec sa concentration implacable, se chargeait de sécuriser le campement et d'explorer les environs à la recherche d'une issue. Il était le chasseur, le protecteur. Ayla, qui avait un diplôme en graphisme mais une passion secrète et de longue date pour la botanique transmise par sa grand-mère, devint la cueilleuse. Et tout à coup, ils n'étaient plus patrons et employés. Ils étaient devenus autre chose, quelque chose forgé par la nécessité. C'est incroyable ce que les gens peuvent devenir quand le monde s'écroule, n'est-ce pas? Elle commença à explorer la flore qui les entourait, les leçons de sa grand-mère résonnant dans son esprit. Elle trouva de larges feuilles cireuses qui, une fois superposées, pouvaient aider à imperméabiliser leur abri. Elle identifia des racines comestibles en les comparant minutieusement avec les croquis dans les vieux carnets de sa grand-mère. Elle trouva même une plante aux feuilles douces et pulpeuses dont elle savait qu'elles avaient des propriétés antiseptiques. « Comment sais-tu tout cela ?» demanda Sébastien plus tard dans la journée. Il était assis patiemment sur une bûche pendant qu'elle nettoyait la plaie sur son front, qui commençait à s'infecter et à s'enflammer. « Ma grand-mère, répondit Ayla doucement, entièrement concentrée sur sa tâche. Elle avait écrasé les feuilles pour en faire une pâte verte, comme on le lui avait appris. Elle croyait que la nature avait une réponse à tout, à condition de savoir où chercher. Il resta silencieux pendant qu'elle travaillait, si immobile que son propre cœur, qui battait à tout rompre, lui semblait ridiculement bruyant dans le silence. Elle était si proche de lui, plus proche encore que lorsqu'il lui avait enseigné le cœur. Elle pouvait sentir la chaleur de sa peau, voir la barbe naissante qui ombrageait sa mâchoire, la petite cicatrice presque invisible juste au-dessus de son sourcil qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle voyait la vulnérabilité dans la façon dont ses yeux suivaient ses mouvements. Ses doigts étaient doux lorsqu'elle appliquait le cataplasme sur sa peau. Lorsqu'elle eut terminé, sa main s'attarda une fraction de seconde de trop, son pouce effleurant sa tempe. Son souffle se coupa. Leurs regards se croisèrent. L'air entre eux, déjà rare à cette altitude, sembla soudainement s'épaissir, chargé d'une nouvelle énergie imprévisible. Ayla retira rapidement sa main, le cœur battant à tout rompre, et fit un pas en arrière. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il ramassait du bois de chauffage plus loin dans les bois, Sébastien s'arrêta net. Il leva la main, son corps instantanément en alerte. « Écoute. » Ayla se figea, tendant l'oreille. « Qu'y a-t-il » Le silence. Elle se concentra, puis elle comprit. Le bavardage constant des oiseaux avait cessé. Le bruissement des petits animaux dans les sous-bois avait disparu. La forêt entière était devenue étrangement silencieuse. Ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence anormal, comme si le monde retenait son souffle. « Sébastien » murmura-t-elle. Un étrange frisson lui parcourut le dos, comme si son corps savait avant son esprit. « Reste derrière moi. » Il n'eut pas besoin de le répéter. Ayla s'avança, le dos collé contre le sien, tandis qu'il scrutait les arbres denses qui les entouraient. Et puis ils le virent. Imprimées dans une plaque de boue molle près du ruisseau, il y avait des empreintes de pattes. Elles étaient énormes, plus grandes que sa propre main, avec des marques de griffes profondes et menaçantes enfoncées dans la terre. Quel genre d'animal laisse des traces aussi grandes? La voix d'Ayla n'était plus qu'un murmure étouffé. Sébastien s'agenouilla, les doigts suspendus au-dessus du bord de l'empreinte, l'air sombre, quelque chose de gros. Un félin. Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous les deux ce qui rôdait dans les bois profonds de cette partie du monde. Un cougar, une panthère. Ils retournèrent au camp dans un silence tendu et précipité. Sébastien ne parlait pas, mais ses actions en disaient long. Il attisa le feu, créant un cercle de lumière plus grand et plus impressionnant.
Il prit le morceau de métal le plus tranchant qu'il avait récupéré dans l'épave et commença à en aiguiser méthodiquement le tranchant contre une pierre plate, fabriquant une lance rudimentaire mais d'apparence mortelle. « Nous monterons la garde cette nuit », dit-il d'une voix calme, mais avec une fermeté sous-jacente qui ne laissait place à aucune discussion. « Je prendrai le premier quart. Quand je vous réveillerai, vous prendrez la relève. » Ayla acquiesça, la bouche trop sèche pour parler. Mais lorsque la nuit tomba, enveloppant la forêt d'un manteau d'obscurité suffocant, il lui fut impossible de dormir. Chaque craquement de brindilles, chaque bruissement de feuilles dans le vent lui envoyait une décharge d'adrénaline. Son imagination dessinait des formes terrifiantes dans les ombres, juste au-delà de la portée du feu. Et puis elle l'entendit. C'était lointain, mais indubitable. Un grognement grave et guttural qui semblait faire vibrer le sol sous leurs pieds. C'était un son empreint d'une puissance pure et prédatrice. Ayla ouvrit grand les yeux. Elle se redressa d'un bond, le regard rivé sur Sébastien. Il était déjà debout, la lance de fortune fermement serrée dans sa main, son corps tendu se découpant dans les flammes. Ses yeux étaient rivés sur l'obscurité impénétrable, au-delà de leur campement. « Ne bouge pas !» murmura-t-il d'une voix grave qui troubla à peine l'air. Ayla retint son souffle, paralysée par la peur. Puis, pendant une fraction de seconde, elle les vit. Deux yeux jaunes, brillants comme des braises dans l'obscurité totale, reflétant la lumière du feu. Ils observaient, calculaient, la panthère noire. Sébastien bougea son corps, d'un seul mouvement délibéré qui le plaça carrément entre Ayla et la menace invisible. Il devint un mur de chair et d'os contre l'obscurité qui approchait. « Si je te dis de courir, » dit-il d'une voix basse et mortelle, sans quitter des yeux l'endroit où se trouvaient des yeux. « Tu cours, tu comprends? Je ne te quitterai pas, Ayla. » Il tourna la tête juste assez pour qu'elle puisse voir son profil, sculpté dans la pierre et l'ombre. « Promets-moi. » Des larmes de terreur brûlaient au fond de ses yeux, mais avant qu'elle n'ait pu répondre, la panthère fit un pas délibéré hors de l'obscurité, son corps élégant et puissant émergeant dans la lueur du feu, et Sébastien s'avança à sa rencontre. Sébastien ne chargea pas avec sa lance. Il attaqua avec le feu. D'un mouvement rapide et fluide, il se précipita vers le foyer, saisit une grosse branche enflammée et la lança dans l'obscurité, juste devant la panthère. La bûche atterrit dans une pluie d'étincelles et un sifflement bruyant, projetant une lumière sauvage et dansante. Le félin massif recula, un grognement profond et furieux jaillissant de sa poitrine, ses yeux jaunes brûlants d'indignation. « Recule !» La voix de Sébastien était un rugissement primitif et rauque qui déchira la forêt, un son si plein d'autorité et de fureur qu'il semblait faire trembler les arbres eux-mêmes. Ayla resta figée, stupéfaite, tandis que l'homme qu'elle connaissait comme un PDG froid et calculateur se transformait en quelque chose d'élémentaire, de sauvage, en un protecteur. Il n'hésita pas. Il attrapa une autre branche enflammée, puis une autre, les lançant en arc de cercle stratégique, créant un mur de feu vacillant et temporaire et une lueur. La panthère faisait les 100 pas, son corps noir et élégant, une ondulation de muscles et de menaces. Elle était prise au piège entre son instinct de prédateur et sa peur primitive des flammes. Elle poussa un dernier rugissement de frustration, un son qui fit vibrer Ayla jusqu'au plus profond de ses os. Puis, d'un coup de queue, elle se fondit dans l'ombre. Elle avait disparu, mais Ayla en était certaine. Elle n'était pas loin. Elle était là, dehors, à attendre. Le reste de la nuit fut un cauchemar réveillé. Sébastien ne s'assit pas. Il ne se reposa pas. Il monta la garde au bord du feu, la lance métallique fermement serrée dans sa main, les yeux constamment scrutant l'obscurité oppressante. Il alimentait méthodiquement le feu. Maintenant les flammes hautes et vives, gardien solitaire contre les terreurs de la nuit. Ayla essayait de rester éveillée avec lui, sa propre peur lui laissant un goût amer dans la bouche. Mais la chute d'adrénaline, combinée à des jours d'épuisement physique et émotionnel, était une vague contre laquelle elle ne pouvait lutter. Sa tête tombait. Ses paupières devenaient lourdes. Finalement, elle s'affaissa contre un tronc d'arbre et sombra dans un sommeil agité, hantée par des rêves remplis d'images d'yeux jaunes et de dents brillantes. Elle se réveilla à la douce lumière grise de l'aube qui filtrait à travers la canopée. La première chose qu'elle vit fut Sébastien. Il était toujours là, toujours debout, toujours éveillé.
Il était maintenant appuyé contre un arbre, la balance posée à ses côtés. Mais sa posture était rigide, son regard toujours fixé sur les bois environnants. « Tu n'as pas dormi ?» Ayla se releva précipitamment, la poitrine serrée par un sentiment de culpabilité et d'admiration. « Je ne pouvais pas prendre ce risque, » répondit-il d'une voix rauque et tendue. « Sébastien, tu dois te reposer. »« Je vais bien. » Mais le léger tremblement de ses mains et les cernes sombres sous ses yeux racontaient une autre histoire. Il se détacha de l'arbre et son épuisement était évident. Il vacilla, se rattrapant d'une main à l'écorce rugueuse. Ayla réduisit la distance entre eux, sa main se posant instinctivement sur son bras pour le stabiliser. « Tu n'es pas bien, tu dois dormir, je monterai la garde. »« Ayla, tu ne sais pas, je sais entretenir un feu. Et je sais crier. » Elle croisa son regard, l'expression ferme, ne laissant aucune place à la discussion. « Laisse-moi prendre soin de toi. » Juste quelques heures. Il la regarda longuement, l'air interrogateur, ses défenses luttant contre le besoin désespéré de repos de son corps. Finalement, avec un lent soupir réticent, il acquiesça d'un signe de tête sec. Quelques heures, seulement. Il s'allongea près du feu, et Ayla s'attendait à ce qu'il s'endorme avant même que sa tête ne touche les feuilles qu'elle avait disposées en guise d'oreiller. Mais ce ne fut pas le cas. Il resta allongé là, le corps toujours tendu, les yeux mi-clos, la respiration superficielle et irrégulière. « Je ne peux pas, » admit-il d'une voix rauque et frustrée. « Je n'arrive pas à m'endormir. » Sans réfléchir, sans se permettre d'hésiter, Ayla s'assit par terre à côté de lui. Puis elle fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle tendit la main et prit la sienne. Sébastien se figea complètement. Il ouvrit grand les yeux, surpris, et fixa le regard de sa compagne. Sa main était froide dans la sienne, mais forte. Ses longs doigts étaient cailleux à cause de son travail nocturne. « Je suis là, » dit Ayla doucement, sa voix apaisante dans le calme du matin. « Il ne va rien se passer. Je te réveillerai si je vois quelque chose. » Il fixa leurs mains jointes comme s'il ne les avait jamais vues auparavant. Puis, si lentement que c'en était presque imperceptible, ses doigts se recroquevillèrent, s'entrelaquant avec les siens. Le lien était solide, réel. « Pourquoi fais-tu cela ?» murmura-t-il en levant les yeux vers son visage. Ayla n'avait pas de réponse sensée à lui donner. Ou peut-être en avait-elle une, et c'était cela qui l'effrayait. « Parce que tu ferais la même chose pour moi, » répondit-elle finalement, ces mots lui semblant plus vrais que tout ce qu'elle avait dit depuis des années. Une lueur, un mélange de gratitude, de surprise et de soulagement adoucit les traits durs de son visage. Et pour la première fois depuis que l'avion était tombé du ciel, il baissa complètement sa garde. Ses yeux se fermèrent et sa main fermement serrée dans la sienne, il finit par s'endormir. 3 heures plus tard, Ayla était toujours assise à côté de lui, le dos appuyé contre un tronc d'arbre, épuisé, avec une douleur sourde et lointaine. Elle observait le mouvement régulier de sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait. Elle remarqua que le sommeil avait adouci les traits durs de concentration sur son visage, le faisant paraître plus jeune, presque vulnérable. Elle tenait toujours sa main et n'avait aucune envie de la lâcher. Lorsque Sébastien se réveilla enfin, le soleil était haut dans le ciel, projetant une lumière tamisée à travers les feuilles. Il cligna des yeux, désorienté, et la première chose qu'il sembla remarquer fut la chaleur de la main qui tenait toujours la sienne. Il regarda leurs doigts entrelacés, puis elle. Elle le regarda en retour. « Non, merci, dit-il, la voix encore pâteuse de sommeil et d'autres choses qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Toujours, s'entendit dire Ayla, ce mot lui semblant à la fois imprudent et juste. Dans ce moment de calme, quelque chose de fondamental changea entre eux. Ils n'étaient plus patrons et employés. Ils n'étaient même plus seulement des partenaires de survie. Ils étaient d'autre chose, quelque chose de plus dangereux, quelque chose d'inévitable. Sébastien se redressa lentement pour s'asseoir, mais il ne lâcha pas sa main. « Ayla, » commença-t-il d'une voix grave, « je dois te dire quelque chose. » Son cœur fit un bond douloureux. « Quoi ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma, cherchant ses mots. « Au bureau, la façon dont j'étais. » Il fit une pause, le regard baissé vers leurs mains. « Je n'ai jamais voulu être cette personne. Surtout pas avec toi. C'est juste que je ne savais pas comment être autrement. »« Pourquoi ?» murmura-t-elle.
Parce que mon oncle m'a appris que la compassion est une faiblesse, qu'un leader ne peut pas être gentil, qu'un Ashbourne ne peut jamais montrer ses sentiments. Il s'interrompit, la voix brisée sur le dernier mot. Montrer quoi? Demanda-t-elle doucement. Sébastien leva les yeux et dans le fond de son regard brut et sans défense, Ayla vit tout. La solitude écrasante, le poids d'un héritage qu'il n'avait jamais demandé, la prison froide et vide qu'il avait construite autour de lui. Qu'il se soucie, dit-il enfin, et le monde d'Ayla, qui avait déjà été bouleversé une fois, bascula à nouveau sur son axe. Ce soir-là, le ciel s'ouvrit. Ce n'était pas une pluie douce, c'était un déluge, une averse soudaine et violente qui martelait la canopée de la forêt. L'abri de fortune que Sébastien avait construit tremblait sous les assauts, et en quelques minutes, l'eau froide commença à couler, puis à s'écouler à travers les interstices. Le feu siffla et crépita, livrant un combat perdu d'avance contre les assauts de la pluie, avant de s'éteindre finalement dans un soupir de défaite, plongeant leur petit campement dans une obscurité plus profonde et plus intense. Ils furent trempés en quelques secondes. Un froid brutal qui les transperçait jusqu'aux os s'installa, bien pire que la nuit précédente. « Nous devons rester au chaud », dit Sébastien d'une voix tendue, couvrant le rugissement de la pluie. L'hypothermie est une menace réelle. Il n'attendit pas qu'elle soit d'accord. Il l'attira dans le coin le plus sec de l'abri, tournant le dos au vent le plus violent et enroulant ses bras autour d'elle, la serrant contre sa poitrine. Ayla ne résista pas. Son corps tremblait de manière incontrôlable, ses dents claquaient si fort que sa mâchoire lui faisait mal. Son corps, bien que froid et mouillé lui aussi, était un solide fourneau vivant contre la tempête. Ils se blottirent l'un contre l'autre, deux survivants s'accrochant l'un à l'autre pour se réchauffer, la distinction entre eux s'estompant dans leurs besoins communs et désespérés de tenir bon. Et dans l'obscurité rugissante, blottis l'un contre l'autre contre la tempête, Sébastien se mit à parler. « Mes parents sont morts quand j'avais 15 ans, dit-il d'une voix grave et calme qui contrastait avec le chaos du vent et de la pluie. Un accident de voiture. Mon oncle m'a recueilli, il a aussi repris l'entreprise. Ayla écoutait en silence, l'oreille collée contre sa poitrine, sentant autant les vibrations de ses mots que les entendant. Chaque mot était une confession, une pièce d'un puzzle qu'elle commençait tout juste à comprendre. Il m'a dit que je devais être fort, que le monde était plein de prédateurs et que si je montrais la moindre faiblesse, il me mettrait en pièces. Il prit une inspiration tremblante. Alors j'ai appris. J'ai appris à ériger des murs. J'ai appris à tout traiter comme une transaction. J'ai appris à ne jamais, jamais laisser personne voir que quelque chose ou quelqu'un comptait pour moi. Il bougea, resserrant ses bras autour d'elle. Au bureau, tu me regardais toujours comme si j'étais un monstre. Ayla avait mal au cœur. Moi, et tu avais raison. Il l'interrompit, la voix rauque de dégoût de soi. Je l'étais. Mon oncle disait toujours qu'il valait mieux être craint et respecté que d'être aimé et considéré comme faible. Sébastien. Mais ici, il leva la main, ses doigts froids trouvèrent sa joue. Son pouce caressa la ligne de sa mâchoire. Ce geste simple et tendre contrastait fortement avec la violence de la tempête. Ici, je ne peux plus faire semblant. Et la vérité, c'est que je déteste l'homme que je suis devenu. Mais je ne sais pas comment être quelqu'un d'autre. Ayla couvrit sa main de la sienne, la pressant contre son visage. Là maintenant, là. Peut-être que tu n'as pas besoin d'apprendre, murmura-t-elle. Peut-être que tu dois simplement te souvenir de la personne que tu étais avant que ton oncle ne te dise qui tu devais être. Elle fit une pause. Ses yeux, même dans l'obscurité presque totale, essayant de trouver les siens. La personne qui affronterait une panthère pour protéger quelqu'un. La personne qui resterait debout toute la nuit dans le froid. C'est le vrai toi, Sébastien. Pas la machine dans le costume. Le monde semblait se réduire à l'espace minuscule et fragile qu'ils occupaient. Sébastien la regardait fixement, ses yeux cherchant quelque chose sur son visage. La permission, peut-être, ou l'absolution. Je te détestais, avoua soudain Ayla. Les mots qui sortaient de sa bouche étaient emportés par la marée de la tempête. Dans cette vie-là, je te détestais tellement. Tu étais froid et exigeant. Et tu ne m'as jamais dit merci. Je pensais que tu n'étais qu'une coquille vide, un homme sans âme. J'allais pris une inspiration saccadée, mais tu n'es pas comme ça. Tu es là, tu me gardes en vie,
Tu m'apprends des choses, tu me protèges, et je ne sais plus quoi ressentir, parce que tout ce que je pensais savoir de toi était faux. Sébastien ferma les yeux. Une expression douloureuse traversa son visage, comme si ces mots étaient des coups physiques. Ayla, laisse-moi finir. Elle leva son autre main. Elle lui prit le visage entre ses mains, le forçant à la regarder. Tu n'es pas l'homme que je croyais, et cela me terrifie, parce que maintenant je te vois, et tu es, elle chercha ses mots, tu es extraordinaire. Il retint son souffle. Je ne le suis pas, c'est toi qui l'es. Ayla, tu ne comprends pas. Quand nous rentrerons, si nous rentrons, je devrais redevenir cet homme. Mon oncle, le conseil d'administration, l'entreprise. Ils s'attendent tous à ça. Alors, là, ne retourne pas là-bas, dit-elle d'une voix farouche. Pas là-bas. Sois cette personne, le vrai Sébastien, pas celui que le monde exige. Il la regarda comme si elle venait de lui offrir le soleil et la lune. Et c'était peut-être le cas. Et si je ne sais plus qui est le vrai Sébastien, murmura-t-il, sa vulnérabilité, une blessure à vif. Ayla esquissa un petit sourire doux. Ma grand-mère disait que tant que tu respires, tu as le temps de trouver la réponse. Il suffit de le vouloir. La pluie continuait de tomber, un tambourinement régulier et rythmé sur leur abri. Mais à l'intérieur, une autre tempête se préparait. Sébastien se pencha en avant, son front venant se poser contre le sien. Leur souffle se mêlait dans l'air froid. « Si je t'embrasse maintenant, dit-il d'une voix rauque et désespérée, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je ne pourrais pas faire comme si rien ne s'était passé. » Le cœur d'Ayla battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait le sentir à travers sa poitrine. « Alors ne fais pas semblant, murmura-t-elle contre ses lèvres. Et Sébastien craqua, il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux, c'était un baiser désespéré, de famine, d'un homme qui s'était perdu dans le désert et qui avait enfin trouvé de l'eau. Il était brut et dévorant, chargé de toute la peur, l'espoir et la terreur des derniers jours. Ayla se fondit contre lui. Ses mains s'emmêlèrent dans ses cheveux mouillés. Elle le tira vers elle, répondant à son désespoir par le sien. Le baiser avait le goût de la pluie et de la survie, et de tout ce qu'ils n'avaient pas pu dire. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, il ne la lâcha pas. Il la serra fort contre sa poitrine, comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui s'était effondré. « Je ne veux plus être cet homme », murmura-t-il dans ses cheveux. Sa voix était un serment solennel fait à la tempête. « Pour la première fois de ma vie, je veux choisir. » Et cette nuit-là, alors que la pluie nettoyait le monde, deux étrangers devinrent quelque chose de plus, quelque chose que ni la forêt, ni le monde qui les attendait ne pourraient jamais défaire. Lorsque la pluie s'arrêta enfin le lendemain matin, laissant la forêt propre et scintillante, une nouvelle résolution s'était installée entre eux. Le baiser avait tout changé. L'air n'était plus chargé d'une tension tacite, mais de l'énergie tranquille d'une vérité partagée et indéniable. Sébastien fut le premier à rompre le silence. « Nous ne pouvons pas rester ici, dit-il. » Son regard balaya la forêt dense. « Nous sommes trop exposés, et nous manquons de temps. » Il regarda vers le plus haut sommet au loin, une silhouette déchiquetée se découpant sur le ciel pâle du matin. « Nous devons atteindre les hauteurs. Si nous pouvons allumer un feu de signalisation là-haut, un grand feu, nous avons une chance. Une vraie chance. » Ayla suivit son regard. La montagne semblait incroyablement loin, sa pente raide et traîtresse. « Tu penses qu'on peut y arriver? » Sébastien se tourna vers elle et lui prit la main. Ses doigts s'entrelacèrent aux siens avec une aisance naturelle et possessive. « Ensemble, dit-il. » Le mot était une promesse. Oui, ce simple mot, ensemble, envoya une vague de chaleur dans sa poitrine, chassant les derniers frissons du matin. Ils passèrent la journée à se préparer. Le travail était différent maintenant. C'était une danse coordonnée. Il n'était plus seulement lui qui menait et elle qui suivait. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec une familiarité facile, leurs mouvements ponctués de petits sourires et de contacts désinvoltes. Une main sur une épaule, des doigts qui se frôlaient lorsqu'ils se passaient un outil. Sébastien fabriqua 2 sacs à dos de fortune à partir de la doublure récupérée dans la cabane. Ils y mirent le peu qu'ils avaient. Une bouteille en plastique remplie d'eau de pluie, les dernières racines comestibles qu'Ayla avait trouvées, la lance rudimentaire et le kit pour allumer le feu.
Tu es différent, commenta Ayla en l'aidant à ajuster la sangle de son sac. Il s'arrêta, le regard fixé sur elle. Toi aussi. Elle pencha la tête. Comment ça? Au bureau, dit-il d'une voix douce. Tu sembles toujours retenir ton souffle. Tu marchais les épaules voûtées, comme si tu essayais de prendre le moins de place possible. Son regard s'adoucit, une douce lumière réchauffant ses yeux gris. Ici, tu rayonnes. Ayla sentit une rougeur lui monter au cou. C'est peut-être parce qu'ici, je ne suis pas seulement la créatrice invisible. Je suis indispensable. Tu as toujours été indispensable, dit Sébastien d'une voix grave et sérieuse. J'étais juste trop aveugle pour le voir. La première partie du voyage fut d'une facilité trompeuse. Le sol de la forêt était relativement dégagé et la pente douce. Mais à mesure qu'il commençait à monter, les bois devenaient plus sombres, les arbres plus épais, leurs branches anciennes s'entremêlant pour former une canopée dense qui bloquait le soleil. Les sons de la forêt changèrent, devenant plus étouffés, plus vigilants, et puis Ayla le vit. Sébastien. Sa voix n'était plus qu'un murmure étranglé. Il fut instantanément à ses côtés, le corps tendu. Qu'y a-t-il? D'une main tremblante, elle désigna le sol. À moitié enfoui dans la terre humide et la mousse, il y avait un os. Il était jauni par le temps, fissuré et érodé. Mais il était indéniablement humain. Un fémur. Sébastien sentit son sang se glacer. Ce n'est pas possible. Mais avant qu'il n'ait pu finir sa pensée, son pied heurta quelque chose qui n'était pas à sa place. Ce n'était ni une pierre, ni une racine. Il y fut d'un clic métallique sec, et le monde bascula. Ayla hurla lorsque Sébastien fut violemment projeté en l'air, une épaisse corde se resserrant autour de sa cheville. Il resta suspendu à 3 mètres du sol, se balançant comme un pendule. « Sébastien !» cria-t-elle en se précipitant vers lui. « Non !» répondit-il d'une voix tendue par la douleur et une nouvelle urgence terrifiante. « Ayla, va-t'en! Cours! Quoi? Je ne te laisserai pas! » Et puis elle l'entendit. Des tambours, un rythme régulier et cadencé, lointain au début, mais se rapprochant à chaque battement frénétique de son propre cœur. Le visage de Sébastien, déjà pâle, perdit toute couleur. « Ayla, écoute-moi, tu dois te cacher. Maintenant, pas sans toi. S'il te plaît. » Sa voix se brisa, un son de pur désespoir. « S'ils te trouvent aussi, nous n'avons aucune chance. Cache-toi. Et ne sors pas avant d'être sûr que la voie est libre. Je vais m'en sortir. Je te le promets. Je reviendrai te chercher, sanglota-t-elle, l'esprit en ébullition. Je te le promets. » Eh là! Mais elle était déjà partie, se précipitant derrière un arbre massif et noueux, le corps plaqué contre l'écorce rugueuse. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine, contrebattant frénétiquement au rythme des tambours qui se rapprochaient. Une sueur froide perlait sur sa peau. Son instinct de survie, aiguisé au cours de la semaine écoulée, lui criait « Danger ! Primitif, danger humain !» Les tambours devenaient plus forts, plus insistants, puis ils apparurent, émergeant des arbres comme des esprits de la forêt. Des silhouettes ornées de peintures grossières et de peaux d'animaux. Des visages dissimulés par des masques en bois sculptés qui semblaient la fixer de leurs yeux creux et sans vie. Ils portaient des lances à pointe de pierre aiguisées. Une tribu isolée. Ils entourèrent l'endroit où Sébastien était suspendu, leur voix formant un chant grave et guttural dans une langue qu'Ayla n'avait jamais entendue. L'un d'eux poussa le piège avec le bout de sa lance, faisant balancer Sébastien. Ils rirent, un son glaçant et sans joie. Puis, d'un mouvement coordonné et habile, l'un d'eux trancha la corde avec un couteau en pierre. Sébastien tomba sur le sol de la forêt dans un bruit sourd écœurant. Avant même qu'il ait pu reprendre son souffle, ils étaient sur lui, lui liant les mains et les pieds avec des cordes rugueuses et fibreuses. Ayla se couvrit la bouche de la main pour étouffer un cri. Les membres de la tribu haussèrent Sébastien sur leurs épaules et commencèrent à repartir dans la direction d'où ils venaient, reprenant leurs chants et leurs tambours. Alors qu'ils disparaissaient dans la végétation dense, la dernière chose qu'Ayla vit fut le visage de Sébastien. Il tourna la tête, ses yeux cherchant désespérément parmi les arbres jusqu'à ce qu'il trouve sa cachette. Son regard n'était pas celui de la peur. C'était un ordre silencieux et désespéré. Survie. Ayla ne savait pas combien de temps elle était restée collée contre l'arbre, figée.
Cela avait pu durer quelques minutes ou une heure. Le monde s'était réduit au son de sa propre respiration saccadée et au battement frénétique et sauvage de son cœur contre ses côtes. Il était parti, emmené. La forêt, qui avait été une étendue sauvage neutre et indifférente, lui semblait désormais hostile, remplie d'un danger qu'elle ne pouvait combattre. Une panique froide et aiguë s'empara d'elle. Ses poumons brûlaient et même en inspirant profondément, elle avait l'impression de respirer de l'eau. Une crise d'angoisse. Son corps était inondé d'adrénaline. Son instinct lui criait de courir, de se cacher, de disparaître. Mais alors, une autre image s'imposa à sa terreur. Sébastien, debout entre elle et la panthère, son corps formant un bouclier. Sébastien, éveillé toute la nuit, gardien solitaire. Sébastien, l'embrassant sous la pluie comme s'il essayait de mémoriser la sensation d'être en vie. Une rage féroce et protectrice, plus intense que toute peur, s'enflamma dans son âme. « Je viens te chercher. » Cette pensée était un serment. Elle s'éloigna de l'arbre, ses membres tremblants mais obéissants. Elle devait faire quelque chose, et elle devait le faire maintenant. Suivre la piste laissée par la tribu était terriblement facile. Ils n'avaient fait aucun effort pour dissimuler leur passage. Des branches cassées, des empreintes profondes dans la boue, des morceaux de cordes fibreuses parfois abandonnés. Ils se déplaçaient dans leur forêt avec l'assurance des prédateurs suprêmes. Chaque craquement de brindilles faisait sursauter Ayla, le cœur battant à tout rompre. Mais elle se força à avancer, pas et pas, son esprit obsédé par le visage de Sébastien, sa voix, son toucher. Elle le sauverait. Ou elle mourrait en essayant. La piste la conduisit au bord d'une grande clairière artificielle. Elle se coucha à plat ventre dans les broussailles, scrutant à travers un écran de fougères. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Un village. Pas seulement quelques huttes, mais un vaste ensemble de constructions aux toits de chaume. De la fumée s'élevait d'une douzaine de petits feux. Et des gens, des dizaines de gens, vaquant à leurs occupations quotidiennes, leur voix formant un bourdonnement étrange et sourd. Et au centre du village, attaché à un épais poteau en bois enfoncé dans ce sol, se trouvait Sébastien. Un sanglot s'échappa de ses lèvres, étouffé par le sol humide. Il était vivant. Meurtri, une coupure récente saignant lentement sur sa joue, mais vivant. Sa tête était baissée d'épuisement. Mais alors qu'elle l'observait, il la releva, ses yeux scrutant la lisière des arbres qui bordaient le village. Il la cherchait. Il gardait l'espoir qu'elle l'avait écoutée, qu'elle était en sécurité. « Je te sortirai de là », Ayla murmura dans le vide, comme s'il pouvait l'entendre. Mais comment? Elle était seule. Ils étaient tout un village. Elle avait quelques bâtons aiguisés et un plan désespéré. Ils avaient des lances et étaient nombreux. Elle passa des heures à observer depuis la lisière de la forêt. L'esprit en ébullition. Elle étudia leurs habitudes, la façon dont les gardes se déplaçaient, l'emplacement des angles morts. Et peu à peu, une idée commença à prendre forme. C'était fou. C'était imprudent. C'était un plan né d'un pur désespoir. Mais c'était la seule chose qu'elle avait. Elle se souvint d'une leçon d'un cours d'anthropologie oublié depuis longtemps à l'université. Les tribus isolées, les superstitions, les peurs primitives. Et elle se souvint de la panthère, la même créature magnifique et terrifiante qui avait failli les tuer. La même bête qui avait hanté leurs chevaliers. Son professeur avait parlé de certaines cultures indigènes qui considéraient les panthères noires non pas comme des animaux, mais comme des esprits puissants et vengeurs. Les fantômes des ennemis tués revenaient hanter les vivants. Ayla n'avait aucun moyen de savoir si cette tribu partageait cette croyance. Mais c'était sa seule carte à jouer. Elle devait attirer la panthère. Elle devait amener l'esprit de la forêt aux portes du village. Trouver la panthère fut plus facile qu'elle ne l'avait imaginé. Ou peut-être était-ce la panthère qui l'avait trouvée. Elle avait fait demi-tour vers le ruisseau, le cœur battant à tout rompre, partagé entre détermination et terreur. Elle ramassait une poignée de petites cailloux durs dans la rivière lorsqu'elle le sentit. Ce poids soudain et oppressant dans l'air, ce picotement dans sa nuque qui lui criait « Tu es observé ». Elle se retourna lentement, et elle était là. À moins de 10 mètres, perchée silencieusement sur une branche basse, se trouvait la panthère noire. Elle l'observait avec une intelligence déconcertante, ses yeux jaunes brillants, sa queue remuant de manière presque imperceptible. Chaque muscle du corps d'Ayla
lui criait de courir, de grimper, de faire n'importe quoi sauf rester là, exposée et sans défense. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qui défiait toute logique et toute raison. Elle prit une des pierres dans sa poche et la lança. Ce n'était pas un lancer violent, il n'était pas destiné à blesser. Il était destiné à insulter. La pierre rebondit sans danger sur la branche, à quelques centimètres de la patte de la panthère. Le grand félin poussa un grognement grave et grondant, un son qui fit vibrer la plante des pieds d'Ayla. Ses oreilles se plaquèrent contre son crâne. « C'est ça », murmura Ayla, la voix tremblante, tandis qu'elle commençait à reculer lentement, délibérément, en direction du village. « Allez, viens avec moi !» Elle lança une autre pierre qui atterrit plus près. La panthère sauta de la branche et atterrit sur le sol de la forêt dans un bruit sourd, silencieux et gracieux. Elle fit un pas vers elle, ses lèvres se retroussant pour révéler des dents blanches et mortelles. Et Ayla se mit à courir. Elle courut plus vite qu'elle n'avait jamais couru de sa vie, les poumons en feu, les pieds volant par-dessus les racines et les rochers. Le bruit des pattes lourdes de la panthère martelant le sol derrière elle était un battement de tambour tonitruant et terrifiant. De plus en plus près, elle pouvait sentir son souffle chaud sur ses talons, presque sentir le contact fantomatique de ses griffes sur son dos. Puis elle vit à travers les arbres la lumière orange vacillante des feux du village. Dans un dernier élan désespéré, et avec un cri qui jaillit du plus profond de son âme, Ayla jaillit de la lisière des arbres et déboucha dans la clairière en plein cœur du village. La panthère, aveuglée par sa rage de chasseur, la suivit une seconde plus tard, et le chaos éclata. Le village explosa dans une panique pure et primitive. Les membres de la tribu ne voyaient pas un animal. Ils voyaient un cauchemar incarné. Un démon d'ombre et de griffes, un esprit vengeur de la forêt déchaîné parmi eux. Des cris déchirés en l'air, des silhouettes se dispersèrent dans toutes les directions, trébuchant sur des marmites et les unes sur les autres dans leur fuite désespérée. La panthère, momentanément désorientée par cette soudaine explosion de bruit et de mouvement, tourna sur elle-même, son rugissement grondant faisant écho à la terreur des villageois. Dans le chaos, Ayla était invisible. Juste une ombre de plus se déplaçant dans le tumulte. C'était parfait. Restant près du sol, elle se faufila entre les huttes, les yeux rivés sur son seul objectif. Sébastien. Il l'avait vu. Ses yeux étaient écarquillés, exprimant à la fois l'incrédulité et la terreur pure. « Qu'as-tu fait » allaita-t-il alors qu'elle s'arrêtait brusquement devant le poteau, ses doigts griffant déjà les cordes épaisses et fibreuses qui le retenaient. « Je te sauve » allaita-t-elle, ses ongles grattant inutilement les nœuds serrés. « Maintenant, ne bouge plus. Tu es folle. Cette chose va te tuer. »« Je suis un peu occupée pour le moment » grogna-t-elle en abandonnant ses ongles et en essayant de glisser ses doigts sous la corde rugueuse. Les nœuds étaient complexes, brutalement serrés. Les mains d'Ayla tremblaient, ses doigts étaient glissants à cause de la sueur et de la saleté, rendant la tâche presque impossible. « Allez, allez, allez » marmonna-t-elle, une prière frénétique sous son souffle. La panthère poussa un autre rugissement qui fit trembler le sol, celui-ci plus proche. « Ayla, laisse-moi » insista Sébastien, la voix tendue. « Sauve-toi !»« Tais-toi et laisse-moi travailler » rétorqua-t-elle, une poussée d'adrénaline lui donnant une nouvelle force. Enfin, le nœud principal commença à céder. Elle tira et il se desserra. Puis le deuxième. Sébastien libéra ses mains et se mit immédiatement à travailler sur les cordes qui lui liaient les chevilles. Un instant plus tard, il était debout et lui saisissait la main. « Cours !» Et ils coururent. La forêt sombre les engloutit, les enveloppant dans une étreinte protectrice d'ombre et de feuilles. Des branches leur fouettaient le visage, et des racines invisibles menaçaient de les faire trébucher, mais ils ne ralentirent pas. Ils coururent, jusqu'à ce que leurs poumons brûlent comme s'ils étaient remplis de feu. Ils coururent jusqu'à ce que leurs jambes soient engourdies, lourdes comme du plomb, qu'ils deviennent forcés à avancer. Ils coururent jusqu'à ce que les bruits du village ne soient plus qu'un écho lointain et s'estompant. Quand ils s'effondrèrent enfin, c'était dans un petit creux caché à des kilomètres de là. Ils tombèrent au sol, haletants, leur corps tremblant d'épuisement et des effets de l'adrénaline.
Sébastien commença, luttant encore pour respirer. Tu as attiré une panthère noire. Pour me sauver? Ayla poussa un son qui était mi-rire, mi-sanglot. Ça semblait être une bonne idée sur le moment. Il la fixa, la poitrine haletante. Puis, sans prévenir, il se précipita vers elle et la serra dans ses bras si fort qu'il lui coupa le souffle. Il enfouit son visage dans ses cheveux, ses bras formant une cage d'acier autour d'elle. « Tu es complètement folle, murmura-t-il contre son cuir chevelu. J'ai appris auprès du meilleur, parvint-elle à haleter contre son épaule. Il s'écarta juste assez pour la regarder, ses mains encadrant son visage, ses pouces caressant ses joues maculées de boue. Tu aurais pu te faire tuer, toi aussi. Exactement. Pourquoi prendre un tel risque? Ayla le fit taire en posant ses paumes sur ses joues. Parce que tu aurais fait la même chose pour moi. Tu aurais pu être tué, dit-elle d'une voix basse et calme. Parce que nous sommes partenaires et que les partenaires ne s'abandonnent pas. Les yeux de Sébastien brillaient de ce qui ressemblait terriblement à des larmes. Partenaires, répéta-t-il, le mot chargé d'un nouveau sens profond. Ils installèrent leur campement loin du village. Un campement froid, sans feu. C'était trop risqué. Il n'y avait que l'obscurité, le murmure tranquille de la forêt et eux deux. Isla s'assit, le dos appuyé contre l'écorce rugueuse d'un arbre. Sébastien s'assit à côté d'elle, leurs épaules et leurs hanches pressées l'une contre l'autre pour se réchauffer et se réconforter. « Je croyais t'avoir perdu », avoua-t-elle dans l'obscurité, les mots à peine plus qu'un murmure. La main de Sébastien trouva la sienne, ses doigts s'entrelacèrent aux siens, une assurance silencieuse et solide. Le silence s'étira, confortable et profond, puis, si doucement qu'elle crut presque l'avoir imaginé, il parla. « Je t'aime, Ayla. » Le monde s'arrêta. La forêt, l'obscurité, la peur. Tout disparut. Ayla tourna la tête si vite qu'elle sentit un coup de fouet dans son cou. Quoi? Il croisa son regard, son visage reflétant une vulnérabilité brute dans la faible lumière des étoiles. « Je t'aime, je pense que je t'aime depuis le moment où tu t'es réveillé après l'accident. Et j'ai vu que tu étais en vie. À ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas seul. » Il y eut un petit sourire dépréciatif, ce qui est ironique, parce qu'en vérité, je me suis toujours senti seul. « Sébastien, tu n'as pas besoin de me répondre, » dit-il rapidement, la voix chargée d'émotion. « J'avais juste besoin que tu le saches, parce que si nous ne nous en sortons pas... » Ayla l'embrassa. Elle y mit toute la peur, le soulagement et l'amour intense et terrifiant qu'elle ressentait. C'était un baiser qui scellait toutes les promesses tacites, tous les regards échangés, tous les moments de sacrifice. Quand ils se séparèrent enfin, elle souriait à travers ses larmes. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Maintenant, essaie de ne plus jamais te faire capturer par une tribu meurtrière. » Il rit, un rire sincère et authentique qui résonna dans le silence du creux. « Je ferai de mon mieux. » Et cette nuit-là, au cœur d'une nature sauvage, dangereuse et inconnue, à des kilomètres de toute civilisation, avec une tribu hostile quelque part derrière eux, et aucune garantie d'être secourus, ils étaient complètement, totalement heureux. Pendant un instant, juste un instant. Mais cela suffisait. Le bruit réveilla Ayla d'un sommeil profond et sans rêve. Il était étrange, mécanique. Un bruit rythmique qui tranchait avec la symphonie naturelle de la forêt. Comme une lame. Womp, 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 womp. Elle ouvrit les yeux d'un coup. Un hélicoptère. « Sébastien, réveille-toi » siffla-t-elle en le secouant violemment. « Réveille-toi » Il se redressa d'un bond. Instantanément réveillé, son corps se tendit dans un réflexe de survie. « Quoi? Qu'y a-t-il » Ayla ne répondit pas. Elle se contenta de pointer le ciel du doigt. Et il était là, une forme sombre se découpant sur les nuages bas et basculante du matin, traçant un chemin dans le ciel. Les secours. Ils se précipitèrent sur leurs pieds, trébuchant dans une petite clairière, agitant frénétiquement les bras, leur voix rauque alors qu'ils criaient « Ici! Nous sommes ici! » L'hélicoptère passa au-dessus d'eux, disparaissant derrière la dense canopée. Le cœur d'Ayla se serra, comme un poids froid et lourd dans sa poitrine. « Non, s'il vous plaît, non. » Mais alors, il revint, il tournait en rond.
Plus bas cette fois. Le bruit de ses rotors résonnait dans la vallée. Ils étaient à leur recherche. Ils ne peuvent pas nous voir, dit Sébastien, déjà en pleine réflexion. Il nous faut quelque chose de visible, quelque chose qui se démarque. Les yeux d'Ayla parcoururent la clairière et se posèrent sur les restes en lambeaux de leur sac à dos de fortune. La doublure était décolorée, mais toujours d'un rouge vif distinctif. Les sacs. Ensemble, ils déchirèrent le tissu en bandes aussi larges que possible, les étalèrent sur le sol humide de la clairière et les fixèrent au coin avec de lourdes pierres. Ils créèrent un X grossier et désespéré sur le sol de la forêt. Puis ils attendirent, la tête penchée en arrière, le cœur battant à l'unisson avec le bruit des rotors. L'hélicoptère fit un autre passage, puis un autre. Ayla retint son souffle. Sa main serrait Sébastien si fort que ses jointures étaient blanches. Puis il commença à descendre. Au moment où ses pieds touchèrent le sol métallique de la cabine de l'hélicoptère, Ayla fut prise d'un vertige si profond qu'elle faillit s'effondrer. Un sauveteur en combinaison de vol l'aida à s'asseoir, et Sébastien se glissa à côté d'elle, sans jamais lâcher sa main. C'était fini. 2 semaines, 14 jours perdus dans un enfer vert qui avait failli les consumer. Et maintenant, c'était fini. Un ambulancier commença à les examiner, sa voix calme et professionnelle, leur posant des questions sur leurs blessures, leur déshydratation et leur état de choc. Mais Ayla l'entendait à peine. Toute son attention était concentrée sur Sébastien, sur la sensation de sa main dans la sienne, sur l'incroyable réalité du sol vibrant sous ses pieds. Que va-t-il se passer maintenant? Cette pensée était un murmure terrifiant au fond de son esprit. La forêt avait été leur monde, une réalité brutale mais simple. Ils avaient été partenaires, égaux, amants. Mais que serait-il dans le monde réel? Comme s'il devinait ses pensées, Sébastien lui serra la main. « Rien ne change, murmura-t-il. » Sa voix était réservée à ses seules oreilles. Mais ils savaient tous deux que ce n'était pas vrai. Tout était sur le point de changer. L'atterrissage à l'hôpital fut une descente d'un chaos à un autre. Dès que les portes de l'hélicoptère s'ouvrirent, ils furent assaillis par un barrage de lumière clignotante et de cris, des caméras, des journalistes, des micros braqués sur leurs visages. « Monsieur Ashbourne, par ici. Comment avez-vous survécu? Est-il vrai qu'il y avait d'autres victimes à bord? » Sébastien, le visage grave, tenta de se frayer un chemin à travers la foule, son bras formant un bouclier protecteur autour d'Ayla. Mais une journaliste d'un site web People notoire, connue pour sa ténacité, franchit le cordon de sécurité. « Monsieur Ashbourne, » elle l'interpella d'une voix aiguë et perçante. « Selon certaines sources, vous vous êtes retrouvé coincé avec une jeune employée. Pouvez-vous nous parler de la nature de votre relation pendant votre séjour dans la nature sauvage? » Ayla sentit Sébastien se raidir à côté d'elle. Ça y était, le moment de vérité. Elle se prépara à entendre les dénégations, les minimisations, la déclaration soigneusement formulée par l'entreprise pour protéger sa réputation. C'était la chose logique à faire, la chose que Sébastien Ashbourne ferait. Au lieu de cela, il s'arrêta. Il se retourna, faisant face à la mer de caméras. Les flashs illuminèrent l'épuisement sur son visage, les nouvelles cicatrices, la saleté encore incrustée sur sa joue. Il ressemblait moins à un PDG milliardaire qu'à un guerrier revenant d'une guerre longue et brutale. « Ayla Moran m'a sauvé la vie », dit-il d'une voix claire et ferme, avec une autorité qui fit taire toute la foule. « Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à elle et à elle seule. C'est la femme la plus courageuse, la plus intelligente et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. » Il fit une pause, ses yeux cherchant ceux d'Ayla au milieu de la tempête médiatique. « Et je l'aime. » Le silence qui suivit fut absolu, un halètement collectif et stupéfait. Ayla se figea. Son propre cœur s'arrêta dans sa poitrine, le monde se réduisant au regard dans ses yeux. Puis le chaos explosa à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Sébastien ignora la nouvelle vague de questions. Il prit sa main, la leva devant les caméras, devant le monde entier, et il sourit. Un sourire sincère, éclatant, sans retenue. Quelques jours plus tard, le monde s'était réduit aux 4 murs stériles d'une chambre d'hôpital privé. Sébastien se remettait. La perfusion dans son bras témoignait de l'épreuve qu'ils avaient endurée. Ayla était assise sur une chaise à côté de son lit, silencieuse, toujours présente.
Ils n'avaient pas beaucoup parlé de sa déclaration publique. Ils n'en avaient pas besoin. Elle flottait dans l'air entre eux, une réalité nouvelle et permanente. La porte de la chambre s'ouvrit sans qu'on frappe. Un homme entra, sa présence aspirant instantanément la chaleur de l'air. Il était plus âgé, vêtu d'un costume encore plus impeccablement taillé que celui de Sébastien. Ses yeux avaient la couleur de glaçon. Ayla le reconnut immédiatement grâce aux photos prises lors des galas d'entreprise et des réunions du conseil d'administration. Richard Ashbourne, l'oncle de Sébastien, l'architecte de l'homme qu'elle détestait autrefois. « Sortez », dit Richard d'une voix basse et dédaigneuse. Il ne regarda même pas Ayla. Son regard était fixé sur son neveu, avec une fureur glaciale. Sébastien se redressa contre les oreillers, la mâchoire serrée. « Elle reste. » Richard ferma la porte avec un clic doux et menaçant. « As-tu complètement perdu la tête ?» siffla-t-il. « Une déclaration publique? Pour une... » Il fit d'un geste vague en direction d'Ayla, ses yeux la balayant enfin d'un mépris non dissimulé. « Pour une employée? » « Ayla n'est pas une employée, » rétorqua Sébastien d'une voix dangereusement calme. « Bien sûr que si. Et grâce à ta petite conférence de presse, les actions de l'entreprise ont chuté de 3 points. Les investisseurs sont effrayés. Le conseil d'administration s'interroge sur ta stabilité, suggérant que tu souffres d'un délire post-traumatique. » Sébastien balança ses jambes sur le côté du lit, se levant pour faire face à son oncle, ignorant l'attraction de la perfusion dans son bras. Alors qu'il s'interroge. Richard cligna des yeux, semblant pour la première fois véritablement choqué. « Quoi? Tu m'as bien entendu. J'en ai fini de vivre ma vie pour le conseil d'administration. Pour les investisseurs. Pour toi. » « Sébastien, non. » Sa voix était ferme. « Tu as eu ton tour. Tu as passé 17 ans à me modeler à ton image. Tu m'as transformé en quelqu'un de froid et calculateur, et complètement seul. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Je ne serai plus cet homme. » Ayla observait, le cœur gonflé d'une fierté protectrice féroce. Ça y était. Le dernier mur s'écroulait. Le regard de Richard se posa sur Ayla, son expression se crispant de dégoût. « C'est sa faute. Elle t'a manipulé. » C'est le syndrome de Stockholm, un lien traumatique partagé. Vous avez vécu ensemble quelque chose de terrible. Et maintenant, tu penses que c'est de l'amour, mais je sais ce que je ressens. Sébastien l'interrompit, sa voix tranchant comme du verre. Et pour la première fois de ma vie, je choisis ce qui compte, pas ce qu'on attend de moi. Richard laissa échapper un petit rire amer, comme c'est noble, mais soyons réalistes. Sans moi, tu n'as plus d'entreprise. Je contrôle 40% des actions avec droit de vote. C'est plus que suffisant pour te faire renvoyer si je rallie le conseil d'administration. Alors fais-le. Le silence qui suivit fut absolu. Même Ayla retint son souffle. Les deux hommes se fixèrent du regard. Une bataille silencieuse de volonté se livra dans la salle d'hôpital stérile. Richard plissa les yeux. « Tu bluffes. Mets-moi à l'épreuve. » Finalement, Richard recula d'un pas, le visage figé dans une expression de rage froide. « Tu vas le regretter, Sébastien. » « Probablement, » acquiesça Sébastien. Une résignation lasse transparaissait dans sa voix. « Mais au moins, je le regretterai en vivant ma propre vie. » Richard lança un dernier regard venimeux à Ayla, un regard qui promettait vengeance. Puis il se retourna et sortit en claquant la porte derrière lui. Dès que la porte se referma, Sébastien vacilla, sa bravade s'évanouissant. Ayla fut à ses côtés en un instant, les mains sur ses bras, le stabilisant. « Ça va? »« Oui. »« Je... » Il la regarda, les yeux écarquillés, mélange de terreur et de soulagement exaltant. « Je crois que je viens de gâcher le travail de toute ma vie. »« Non, » dit-elle doucement, ses mains se déplaçant pour encadrer son visage, le forçant à croiser son regard. « Tu as fait un choix. Tu t'es choisi toi-même. Et si j'avais fait le mauvais choix, murmura-t-il, la peur à fleur de peau. « Alors nous construirons quelque chose de nouveau, dit-elle d'une voix ferme. Ensemble, 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 répéta-t-il. Ce mot avait un goût étrange et merveilleux sur sa langue. Il se pencha vers elle. Un sourire lent et sincère se dessina sur son visage. Un sourire de liberté pure et sans mélange. Ensemble, j'aime cette idée. Ayla lui rendit son sourire, le cœur rempli d'amour pour cet homme nouveau et courageux qui se tenait devant elle. Mais au fond d'elle-même, une question persistait. Une ombre dans la lumière éclatante de leur victoire. Ils avaient survécu à la forêt.
Mais pourrait-il survivre au monde? 2 semaines plus tard, Sébastien donna rendez-vous à Ayla dans le petit café indépendant situé près de leur ancien immeuble de bureau. C'était un endroit chargé de souvenirs, des cafés pris à la hâte le matin, d'Ayla dessinant des croquis sur des serviettes en papier, de Sébastien entrant et sortant sans un mot. Un spectre froid de l'autorité. Mais cette fois, tout était différent. Il n'était plus son patron. Elle n'était plus son employé. Ils étaient autre chose. Un point d'interrogation. Ayla arriva 5 minutes en avance. Son estomac était noué par la nervosité. Il était déjà là. Assis à une petite table près de la fenêtre, 2 tasses de café fumantes l'attendaient. Quand il l'aperçut, son visage s'illumina d'un sourire si sincère et si naturel qu'elle en eut le souffle coupé. À cet instant, Ayla comprit. Tout allait bien se passer. « J'ai une proposition à te faire », dit Sébastien après les salutations d'usage. Sa voix avait perdu son ton autoritaire. Elle était plus chaleureuse, plus détendue. Ayla but une gorgée de café. L'amertume familière lui procura une sensation de stabilité. « Bon, je lance une nouvelle entreprise, dit-il. Son regard était clair et direct. Quelque chose de plus petit, quelque chose qui m'appartient, sans oncle, sans conseil d'administration, sans le poids du nom Ashbourne. Il fit une pause, se penchant légèrement en avant. Son intensité était entièrement concentrée sur elle, et je veux que tu sois ma partenaire. Ayla faillit s'étouffer avec son café. Quoi? Tu m'as bien entendu. Un partage 50-50, un droit de parole égal, des bénéfices égaux, de vrais partenaires. Sébastien, je ne sais rien de la gestion d'une entreprise, balbutia-t-elle, l'esprit en ébullition. Mais tu t'y connais en design. Tu sais créer des choses belles et innovantes. Et surtout, il tendit la main par-dessus la table. Sa main recouvrit la sienne. Son contact était chaud et ferme. Tu me connais, et je te fais plus confiance qu'à n'importe qui d'autre sur cette planète. Pourquoi fais-tu cela? Demanda-t-elle. Sa voix n'était qu'un murmure. Parce que dans la forêt, tu m'as appris que je n'ai pas à tout faire seul. Tu m'as sauvé la vie à plus d'un titre, Ayla. Il lui serra la main. Laisse-moi faire ça, avec toi. Ayla regarda l'homme en face d'elle. Ce n'était pas le PDG froid qu'elle avait détesté. Ce n'était même pas le survivant désespéré de la nature sauvage. C'était juste Sébastien, plein d'espoir. Authentique, vulnérable, l'homme qu'elle aimait. « J'ai une condition, dit-elle finalement. Un lent sourire se dessina sur son visage. Ses yeux s'illuminèrent. Tout ce que tu veux. On le fera à notre façon. Pas de raccourci, pas d'accord impitoyable. On construira quelque chose dont on pourra être fier. Quelque chose qui compte. Le sourire de Sébastien s'élargit, atteignant ses yeux. C'était le sourire qu'elle connaissait si bien, celui qui n'était destiné qu'à elle. Je n'en attendrai pas moins. Ils scellèrent leur accord non pas par un contrat, mais par une poignée de main par-dessus la petite table. Puis, parce qu'ils étaient eux-mêmes et qu'ils ne pouvaient s'en empêcher, il se pencha par-dessus la table et scella à nouveau leur accord par un baiser doux et prometteur qui avait le goût du café et d'un nouveau départ. Dans les mois qui suivirent, Aura Design vit le jour. Leur bureau était un petit espace loué, avec des meubles d'occasion et une machine à café qui crachait plus qu'elle ne distribuait. C'était un monde à 1000 lieues du marbre poli et du verre d'Ashbourne Industries, mais c'était le leur. Ils travaillaient côte à côte, de longues heures rythmées par la douceur d'un véritable partenariat. Ils se disputaient passionnément sur le choix des polices et des palettes de couleurs. Ils célébraient leur petite victoire avec des pizzas bon marché et de la bière. Ils tombèrent dans une routine qui mêlait harmonieusement leur vie professionnelle et leur vie personnelle, terminant la plupart de leurs journées enlacés sur le petit canapé de son appartement, épuisés mais heureux. Peu à peu, Ayla a pris conscience d'une chose profonde. Elle n'avait pas seulement survécu à la forêt, elle y avait rené. La designer discrète et invisible avait disparu. À sa place se trouvait une femme confiante, une chef d'entreprise, une partenaire. Elle avait trouvé sa voie. Elle avait trouvé sa place. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans leur petit bureau entouré de croquis et d'échantillons de tissu, Sébastien s'est interrompu, son stylo suspendu au-dessus d'un plan. « Allah? » répondit-elle sans lever les yeux de son travail. « Es-tu heureuse? » La question était si simple, si directe, qu'elle la fit s'arrêter. Elle leva les yeux vers lui, le regarda vraiment.
Elle vit les légères cicatrices qui resteraient à jamais la trace de leur survie. Mais elle vit aussi la paix dans ses yeux, la légèreté dans son attitude. Elle vit l'homme qu'il s'était permis de devenir. Oui, dit-elle d'une voix douce mais assurée, je le suis. Et c'était la vérité absolue. Mais alors qu'il souriait et se replongeait dans son travail, une question qui la taraudait depuis des mois refit de surface. Un murmure discret et persistant. Ils étaient partenaires en affaires, amants dans la vie. Mais où tout cela allait-il mener exactement? 6 mois jour pour jour après leur sauvetage, Sébastien ramena Ayla dans les montagnes. Pas dans la même forêt, jamais plus dans cette forêt. Oui, et c'était la vérité absolue. Mais alors qu'il souriait et se remettait au travail, une question qui la taraudait depuis des mois refit de surface. Un murmure discret et persistant. Ils étaient partenaires en affaires, amants dans la vie. Mais où tout cela allait-il mener exactement? 6 mois jour pour jour après leur sauvetage, Sébastien ramena Ayla dans les montagnes. Pas dans la même forêt, plus jamais dans cette forêt. Mais dans un parc national à quelques heures de la ville, avec des sentiers bien balisés et des vues panoramiques à couper le souffle. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Ayla pendant qu'ils marchaient, l'air vif de l'automne les revigorant, le chemin sous leurs pieds solide et sûr. « Tu verras, » répondit-il simplement, un sourire mystérieux et doux jouant sur ses lèvres. Il la conduisit à une clairière au sommet, un affleurement rocheux qui surplombait une vaste vallée en contrebas. Le soleil couchant peignait le ciel de touches flamboyantes d'orange, de rose et de violet profond. C'était si beau que cela lui serrait le cœur. Sébastien s'arrêta et se tourna vers elle. Et à ce moment-là, Ayla le vit. Il était nerveux, ses mains bougeaient légèrement, et il y avait dans ses yeux une tension vulnérable et pleine d'espoir qui fit battre son cœur plus fort. Quand l'avion s'est écrasé, commença-t-il d'une voix grave et sérieuse, le regard fixé sur elle, la seule pensée qui me venait à l'esprit était que j'avais gâché toute ma vie. Ayla retint son souffle, sa main cherchant instinctivement la sienne. J'avais l'argent, le succès, le pouvoir. Continua-t-il en caressant le dos de sa main avec son pouce. Mais je n'avais rien qui comptait vraiment. Personne qui me connaissait vraiment. Il prit ses 2 mains dans les siennes. Et puis tu es arrivé. Soudain, je n'étais plus seul. Tu m'as vu le vrai moi avec toutes mes failles. Et tu ne t'es pas enfui. Tu es resté. Tu t'es battu pour moi. Tu m'as sauvé. Il lâcha l'une de ses mains et le monde sembla ralentir. Il s'agenouilla sur le sol rocailleux. Le cœur d'Ayla s'arrêta de battre. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Ayla, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais pas si l'entreprise sera un énorme succès ou un échec spectaculaire. Je ne sais pas quel défi le monde va nous lancer. » Il sortit de sa poche une petite boîte en velours toute simple. « Mais je sais une chose avec une certitude absolue. Je ne veux affronter rien de tout cela sans toi. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, niché sur le velours sombre, se trouvait une bague. Ce n'était pas un gros diamant ostentatoire comme ceux qu'elle avait vus sur les épouses de ses anciens collègues. C'était une bague simple et élégante, sertie d'une seule pierre parfaite et limpide qui captait les derniers rayons du soleil couchant et les dispersait en 1000 petits arcs-en-ciel. « Ayla Morin, dit-il, la voix brisée, le cœur dans les yeux. « Veux-tu m'épouser? » Elle ne pouvait pas parler. Des larmes coulaient sur son visage, brouillant l'image du bel homme agenouillé devant elle. Elle fit donc la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle tomba à genoux devant lui, passa ses bras autour de son cou et l'embrassa avec tout l'amour de son âme. « C'est oui ?» demanda-t-il lorsqu'ils se séparèrent enfin, riant à travers ses propres larmes. « Oui » murmura-t-elle. Sa voix était étranglée par le bonheur. « Oui. 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Et à ce moment-là, au sommet d'une montagne, avec le monde qui s'étendait sous leurs pieds, tout prit enfin tout son sens, de la plus belle des manières. Leur entreprise grandit. Elle ne devint jamais un géant comme Ashbourne Industries. Mais elle devint quelque chose de mieux. Elle était solide, respectée et honnête. Elle leur appartenait. Ils se marièrent un an plus tard lors d'une petite cérémonie intime dans un jardin baigné de soleil, entouré uniquement des personnes qui comptaient vraiment pour eux. La grand-mère d'Ayla, le visage rayonnant de fierté. Quelques amis proches qui avaient suivi leur parcours.
Il n'y avait ni presse, ni membre du conseil d'administration, ni faux semblants. Plus tard, lors de la réception, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le petit rassemblement, Sébastien l'entraîna à l'écart pour un moment d'intimité. Ils se tinrent près d'une petite fontaine bouillonnante et le bruit de l'eau offrant un contrepoint paisible au rire lointain. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il, une lueur malicieuse dans les yeux. Il plongea la main dans la poche de son smoking et en sortit un petit morceau de papier plié. C'était une serviette en papier. « Notre contrat final, dit-il en le lui tendant. Elle le déplia. Il y avait une seule phrase écrite de sa main, d'une écriture nette et décisive. La clause finale. La partie A, Sébastien, et la partie B, Ayla, s'engagent par la présente à s'aimer, à s'honorer et à survivre à tout ce qui leur arrivera ensemble pour le reste de leur vie. En dessous, il y avait 2 lignes, déjà signées de son nom. Ayla rit, un son de joie pure et authentique qui résonna dans le crépuscule. « C'est le meilleur contrat que tu aies jamais rédigé, dit-elle. Il sortit un stylo de sa poche. On officialise? Appuyée contre le marbre frais de la fontaine, elle signa à côté de lui. Il lui prit la serviette, la plia soigneusement et la remit dans sa poche, près de son cœur. Valable pour toute la vie, dit-il d'une voix pleine d'un amour si profond qu'il en était insondable. Il la prit dans ses bras et l'embrassa. Un baiser lent et doux qui contenait toutes les promesses de leur avenir. Leur histoire avait commencé par une chute du ciel, un jeu brutal de survie contre toute attente. Mais elle s'était terminée ici, avec une promesse écrite sur une serviette, un témoignage du fait magnifique et indéniable que parfois, il faut tout perdre pour trouver la seule chose qui compte vraiment. Go. Vas-y, t'es que ça. En plus, on devait jouer et j'étais pas là. Sorry. Quand c'est moi qui demande, elle est pas là. Quand c'est que je suis pas là. On se croit jamais en fait. On se croit Moi, elle jamais. m'a ignoré, donc il était temps. Vas-y, petit trio entre Elle m'a copines. boycotté. Petit trio Un entre trio de malades, vraiment. copines. Texas, j'espère que t'es toujours là. Hein. Non, elle est partie. C'est bon. Ping et tous Texas, s'il vous plaît. Elle est partie. Elle est partie. Oh, je suis grave chaud, Guigui. Hey, 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 hey. Ограничу обзор. Ще что-то будет. Onside? Без сюрпризов. Эльбо. Остался один враг. Close, close, close. No? Nice. Ah, nice, good job. Oh, le trio des enfers. Oh, le trio des enfers. У нас командная работа. Ok, bah après la game, go trio avec Texas. Vas-y. Oh, le trio des enfers. Oh là 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 là. Mais du coup, faut que Texas elle nous sonne ou tu la sonnes. Comme ça, Elle stream? Elle va stream? je sais pas comme tu veux. Bah, je pense on peut faire un chat à 3, ouais. Je vais la sonner et on Si t'es fait chaud, chat Texa. partagé. Il y a une bête sur mon clavier. Wesh. Wesh, le cri. Waouh. Ouais, tu parles en ultrason, Mago. Je l'ai entendu jusqu'à mon cerveau. Ouais, le cri, il était transperçant, quoi. Ça transperce, quoi. Et on est là, c'est... Elle parle en baleine. Oh, elle envoie des ultrasons. Yo, Guardian on my buddy. Спайк на Б. Both. Остался один враг. Nice Ah, shot. one more. Спайк на миде. Oh, Marshall. Бросаю дымок. Don't pick the lock, just wait the plant. Save the Guardian if you can. Fais-moi si ça arrive sur lui. — 30 секунд. Y'a rien sur lui, là. Ah, il est sur lui? Dinked. He's dinked. Going back mid, care. Бросаю сетку. Il vient à Link. Ah non, même He's pas. spawn. Il vient spawn.
Oh, wesh. Nice. Good job. Рейна, уговор в силе. Из моей копии можешь Bah, Je si pense veut pas qu'on de peut chat. quand même sonner Texa, mais Ouais, sans oui, mettre Ouais, le ouais, chat sans partagé. chat, ouais, tu peux. Mais nous deux, on peut? Ouais, je pense. Nous, oui, nous. Je crois que Yo, oui. deadlock. Je crois que non, on peut regarder notre chat Never et. goes. Et stream à 3, ouais. Ok, bah Texa, on streamera à 3 et on mettra pas ton chat si c'est compliqué. What did you say, bro? Never goes. Hey. Nice shot, bro. C'est dur ou c'est du. J'ai lâché le mid de la team, sorry. Maybe A-Link, I don't watch mid, sorry. Моя страховка. Hey, deadlock, swing op mijn flash, okay? Okay. Nice. Get That in, I get blocked in. air, bro. Yeah, he's in, he's in, he's in. Oui, 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 he's in, he's in. Остался один враг. That's on me. Спайк на АА. Остался один Oh игрок. my bad. Une fois, Spike. Je crois qu'il l'a. Kill boy. Il l'a pas. Ah. Pas l'info du Spike. J'ai pas Oh d'infos. my bad. It's okay, good bonus. On aurait pu win, hein, on aurait pu win quand même. Hein. J'ai un de mon chat qui m'a dit chaque kill, un sub. Donc il faut que tu me laisses tous les kills. Ah ouais, ah ouais. Vas-y, go Ace, vas-y. Vas-y. Okay, be step. I leave the mid. Nice deadlock, nice. Non, toile tous les kills. On lui vole White, tous les white. kills. Nice. Je dois péter, je vous jure, je fais que de péter, je sais pas pourquoi. C'est peut-être la tartine au chocolat qui me fait de l'effet comme ça. Be careful spawn. Bon, je vais pas chercher avec qui je laisse les kills. Nice. Остался Ouais, один враг. troisième kill. Спайк на Б. Je crois qu'il est pas sur moi. Hein. Ah oui, vous êtes spec. Идеально. Hop là. Non. Oh là là, pourquoi je fais que de péter comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Позаботимся об их смерти. Les lentilles coltinettes, c'est vrai. Oh, mais ça prend effet que maintenant? Parce que je les ai mangées à midi, quoi. Ah, l'odeur. Oh, pardon, mais d'habitude, je trouve pas que Pépé il pue, mais là, ça pue fort. Oh, ouah, l'odeur. Ouais, c'est vrai que ça sent les lentilles. Ça sent les lentilles. Lentilles bien. Catharsis! 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 Dis bien, dis bien. B. Info? Catharsis. Catharsis. La catharsis. Okay, B. La catharsis. Careful Back spawn. rotating. La catharsis. Don't pick, I have. Tu piques, je suis en contact. La catharsis. 10 Il a HP pris en chamber. diagonale, my bad. Уничтожь. Chain was mid too. Left side. Остался один игрок. Coucou Arrakis. Catharsis Arrakis. Спайк установлен.
Ограничу обзор. Oh non! Viens, Oh non! Mais j'ai pas vu le ré! Quoi, Arakis, comment tu vas? Nul, j'ai fait un truc nul, j'ai fait un truc nul. Fais des clics focus sur la game. J'ai pas regardé Dune. C'est bien Dune, j'ai pas regardé. Est-ce que Dune ça vaut le coup? Ah, mon frère il a aimé. Mon frère il a trop aimé. Tout le monde a trop aimé en fait, mais j'ai pas vu encore. I'm gonna wall B. Давайте, сопротивляйтесь! On n'a pas d'infos du mid en fait la team. Hein. Chamber Oh, main, backside, chamber some main. on the side, one main, one side. Спайк установлен. Oh mais quoi? Oh il m'a fait trop peur! Ah il m'a fait trop peur! Mais je pensais que c'était le mec qui avait planté, le chamber il était main. Мне нужна J'ai pas compris. Mais bon j'ai aller sur mon side, je vais aller B. Vous allez voir, je vais aller B moi les gars. Surtout lisez. Ah ouais? Ah c'est trop mignonne. C'est une œuvre d'art. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais. Ah ouais. B-steps. Hey. T'es au drone. Mais faking B aussi.